Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Sika Infomag, un numéro qui nous conduit aujourd'hui au Mali, où la poursuite de l'ancien président de la République, Amadou Toumani Touré, pour haute trahison, lancée dès décembre 2013, semble de retour au devant de l'actualité. Alors que la commission ad hoc mise en place par le Parlement chargée de sa mise en accusation estime qu'aucune preuve matérielle ne soutient les accusations contre l'ex-président malien, le régime de IBK ne montre pas pour autant les signes de vouloir lâcher l'affaire. On en parlera au cours du débat de votre magazine d'information. Et si le temps nous permet, on abordera également la question liée à la réouverture de l'enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara, une affaire dans laquelle son épouse a été écoutée au cours de cette semaine. Le rendez-vous est également pris avec l'actualité économique en dernière partie de cette émission. Merci d'avoir une fois encore pris le rendez-vous. Voici le flash d'information. Le parti au pouvoir en Éthiopie, le Front révolutionnaire des peuples d'Éthiopie, compte sur ses chances de remporter les législatives de dimanche. Le parti bleu de l'opposition a également mené sa dernière campagne électorale à Addis Abeba. Des manifestants burundais opposés à un troisième mandat du président Nkurunziza ont brûlé jeudi du matériel électoral destiné aux prochains scrutins législatifs et communaux. L'annonce a été faite par la commission électorale burundaise. La veuve de l'ex-président Thomas Sankara plaide pour que la justice burkinabé aille jusqu'au bout dans le dossier de l'assassinat de son mari. L'affaire Sankara, bloquée sous le règne de Blaise Compaoré, a été réouverte après sa chute. L'État malien reproche à ATT d'avoir facilité la pénétration et l'installation des forces étrangères sur le territoire national, notamment en ne leur opposant aucune résistance, d'avoir sciemment saboté la riposte de l'armée malienne face à l'offensive des indépendantistes Touareg et des djihadistes au début de l'année 2012 sans avoir préalablement sapé les bases de la défense nationale. Des accusations graves regroupées sous la formulation de haute trahison qui méritent sûrement d'être pris au sérieux. Mais le contexte sociopolitique malien permet-il en ce moment de se pencher sur ce dossier? ATT a-t-il été le seul comptable de sa gestion? Y a-t-il un relent de représailles cachées derrière ces accusations? Autant de questions qui feront l'objet du débat que nous allons retrouver dans un instant. Le débat sur la mise en accusation de l'ex-président malien pour haute trahison, nous le ferons avec vous, Maître Onla. Vous êtes avocat au barreau de Cotonou au Bénin. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Emmanuel, bonjour Joël. Avec vous également Joël Yetondi, journaliste à la rédaction de Sika TV. Merci Joël d'être une fois encore sur ce plateau. Toujours un plaisir d'être au rendez-vous. Et je m'en vais vous adresser ma première question. Faut-il lancer aujourd'hui une poursuite contre Amadou Toumani Touré pour haute trahison? Une grande interrogation, vais-je dire, d'entrée de jeu. Mais avant de répondre à votre question, permettez que rapidement je fasse une relecture. Une relecture en m'appuyant déjà sur votre introduction. À ATT, il a été reproché un certain nombre de choses. À ATT, on reproche d'avoir facilité la pénétration et l'installation des forces étrangères sur le territoire national, notamment en ne leur opposant aucune résistance. À ATT, il est reproché d'avoir détruit ou détérioré volontairement un outil de défense nationale et d'avoir participé à une entreprise de démoralisation de l'armée. Ça, ce sont quelques-unes des accusations. Mais ceci réunis, ce sont des accusations phares. Réunis, on pourrait juste introduire de cette façon à ATT, il est reproché d'avoir laissé le Nord Mali aux mains des rebelles Touareg et des groupes islamistes. Aujourd'hui, le Nord Mali est-il entre les mains des rebelles Touareg et des islamistes? Oui. Aujourd'hui, le Nord Mali, depuis toujours, fait-il partie du Mali? Oui. Aujourd'hui, le Nord Mali est-il sous le joug des terroristes qui font des paisibles citoyens ce qu'ils veulent? Oui. Aujourd'hui, compte-t-on des morts au quotidien au Nord Mali? Oui. ATT, en son temps, avait-il la responsabilité d'assurer la sécurité à tous? Oui. Les poutistes, en renversant ATT, avaient dit ceci, je cite,
Nous l'avons fait pour l'incapacité de l'État corrompu à lutter contre la montée des périls dans le nord du pays. ATT a apporté de l'eau au moulin de ces poutistes pour se faire une bonne foi. Tout ce petit tableau présenté, je dis, à votre question, faut-il poursuivre ATT? Je dis oui, il faut poursuivre ATT. ATT a failli. ATT a failli d'autant que, je dis, le simple observateur que je suis, quand je prends du recul et j'observe tout ceci, il avait la responsabilité d'assurer la sécurité à tous. Et je dis que c'est la première des choses pour un responsable d'État. C'est la première des choses parce que quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'infrastructures socio-communautaires, il n'y a pas d'hôpitaux, tout ceci est saccagé. ATT n'avait-il pas l'outil qu'il fallait? On a eu un ministère de Défense, on a un ministère de l'Intérieur. Tout ça, c'était sous la responsabilité d'ATT. ATT devrait assurer la sécurité à tous. Pour ne l'avoir pas fait, oui, il faut poursuivre ATT. Il faut poursuivre ATT parce que ATT n'est qu'un élément parmi tant d'autres sur le continent. Voyez-vous, depuis toujours, quand vous observez un peu dans le rétroviseur, jusqu'à preuve de contraire, sur le continent, il souffre un vent qu'on ne comprend pas. Ou, quand les gens sont élus, on oublie que le nord de chacun de ces États fait partie de l'État. Tous ces États, tous ces chefs contrats, la plupart, je veux dire, quand vous les observez, ils sont des produits du nord de chacun des pays. On en tue au quotidien, dans le lot de ceux qu'on a tués au Mali, il y a eu peut-être des futurs chefs d'État qui ont été sacrifiés. Mais quand vous observez tout ceci, je dis une fois encore, oui, il faut poursuivre ATT. Il n'est pas un exemple isolé. Ce qui s'est passé au Nigeria, oui, on devrait poursuivre Goodluck Jonathan. On a sacrifié une partie de la population, puisque cette partie du Nord Mali fait partie du Mali. Je dis dans la forme, faut-il poursuivre ATT? Oui, il faut le faire. Maintenant, dans le fond, on peut mener d'autres débats. Donc, à votre question, je continue de dire, il faut poursuivre ATT. On ne peut pas continuer, pas diriger nos États de cette façon. C'est comme le corps humain. Même pas chef d'État qui veut. On n'a pas comme chef des aventuriers. Soit vous êtes capable et vous levez le doigt, on vous choisit, vous assumez. Ou vous n'êtes pas capable de le faire, à mi-parcours, vous pouvez rendre le tablier bonnement. Il faut qu'on commence pas à punir ces aventuriers que nous avons à la tête de nos États tout simplement. Faut-il poursuivre ATT? Je vous dis, oui, il faut le faire. Très fort parce que malheureusement, ils ont failli. Ils sont nombreux à avoir failli. Vous comprenez ce qui s'est passé au Nigeria? Ce n'est pas croyable. On pensait que c'était seulement ces enfants de Chibok, mais vous avez vu combien de filles on a délivrées ces derniers temps-ci. C'est simplement un crime. Et nous n'avons pas élu des criminels, excusez l'expression, nous n'avons pas élu des incapables à la tête de nos États. S'ils savent qu'ils ne peuvent pas jouer le rôle pour lequel le peuple leur a fait confiance, qu'ils rendent simplement le tablier. Une fois encore, je dis, dans la forme, juridiquement, ça reste un autre débat, mais dans la forme, l'homme a failli. Oui, il faut le poursuivre. Alors, Maître Oula, faut-il poursuivre Amadou Toumani Touré? La réponse à cette question appelle la résolution d'une contradiction ou, je dirais, d'un dilemme. C'est celui du refus de l'impunité et de la prescription des crimes les plus graves, et celui également du refus des poursuites systématiques, parce que à vouloir poursuivre tout le monde tout le temps, aucun chef d'État, en Afrique comme ailleurs, n'échapperait à l'œuvre de justice. Et en la matière, je serai un peu plus nuancé que mon ami Joël Yetonji, à savoir que la présence sur le territoire malien, au nord du Mali, de forces dites étrangères n'est pas nécessairement imputable à ATT ou au seul ATT. Parce que, en réalité, ce problème se pose depuis les indépendances, depuis les années 60, qu'il y a une volonté de partition du pays, les Touaregs revendiquant le nord du pays. Donc il y a des Touaregs, il y a des Arabes qui sont des Maliens. Ce ne sont pas forcément des étrangers, même s'il peut y avoir des incursions. Et en interrogeant l'histoire, on s'aperçoit que quand le général ATT, non, enfin il n'était pas général, a pris le pouvoir dans les années 90, et l'a laissé, puisque c'est quelqu'un qui sait partir ou qui a fait la preuve qu'il sait partir, il me semble qu'il avait négocié une paix avec ces forces rebelles qui se manifestaient déjà dans le nord. Les Touaregs, une paix avec un plan en 4 ans, qui a été appliqué avec plus ou moins de bonheur par son successeur. ATT, devenu général, est revenu par la voie des urnes pour 2 mandats, et entre ces 2 mandats, il s'est écoulé 2 mandats du président Konaré. Alors,
qu'est-ce qui a été fait pour que le Nord soit pacifié? On n'en sait rien. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, bien sûr, historiquement, on peut chercher à l'imputer à ATT, mais la réalité, c'est les conséquences du printemps arabe, puisque la plupart de ces forces étaient enrôlées dans des milices libyennes, et Kadhafi ayant été défait et exécuté, ces forces ont tout simplement cherché à replier vers leur base d'origine, c'est-à-dire le nord Mali, avec la montée du djihadisme et de l'islamisme fondamentaliste. Ces forces qui étaient bien entraînées et bien armées ont certainement opposé une résistance durable. La preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, malgré MINUSMA, malgré la présence sur le territoire des forces françaises, on n'arrive pas à les contenir. Alors, au regard de ces éléments qui sont constants, je me demande si ce n'est pas un raccourci facile que de vouloir imputer au général ATT, qui a été chassé du pouvoir à la fin de son mandat, la responsabilité de ces désordres et de ces partitions dont on accuse d'ailleurs les forces françaises actuellement encore de vouloir encourager. Je pense qu'il faut être prudent et nuancé. Il y a certainement des choses à reprocher au général ATT. Il y a des accusations plus sérieuses de corruption et de prévarication. Mais lui imputer d'avoir facilité ou d'avoir encouragé l'incursion de forces étrangères ou d'être responsable de la rébellion, je pense que c'est un peu difficile. Même si c'est vrai, je dois dire qu'au retour de ces forces, ça n'a pas concerné que le Mali. Ça a concerné le Niger aussi. Je crois qu'il y a des Touaregs. C'est vrai que le gouvernement nigérien a été très ferme dans la démilitarisation de ses forces et que apparemment le général ATT a manqué de cette fermeté, mais on peut le comprendre compte tenu de la promiscuité des relations entre lui et le régime libyen défunt de Muammar Kadhafi. Alors, Joël Yetorier, vous semblez être pour la poursuite du général Amadou Toumani Touré, mais le moment choisi pour lancer cette procédure de poursuite est-elle la bonne pendant qu'on parle de la réconciliation des Maliens et qu'on peine à signer un accord pour le retour de la paix dans le nord du Mali? Était-ce le bon timing? Oui, c'est là un peu une petite peine, je dis une petite peine par rapport au timing dont vous parlez. Et il faut savoir prendre du recul, savoir apprécier, savoir prioriser les choses. Donc de ce point de vue, c'est vrai, on pourrait aller vers d'autres préoccupations. Et la préoccupation urgente, c'est comment trouver les voies et moyens pour en finir avec ce qui se passe dans le Nord Mali, si possible. Sinon, l'urgence, parvenir à pacifier le Nord Mali, c'était l'urgence. Mais ça ne demeure pas moins vrai, pour ma part, qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. Comme l'a dit Maître Ronla tout à l'heure, oui, quelque part, ATT a fauté. Et comme je dis, mais il faut voir la tête. La responsabilité, elle est certainement partagée. Il a cité un exemple tout à l'heure, un exemple partant de ce que le Niger a fait. Le Mali pouvait le faire. Il y a cette promiscuité, certes. Mais le Mali, il fallait avoir les coups des franches pour dire niet. Il y a des choses qu'on ne négocie pas. Oui, on a laissé la gangrène pourrie. Le cas malien était particulier. Non, il n'y avait pas. C'était depuis les indépendances. Un mal reste mal. Et lorsque vous avez la possibilité d'aller loin, il faut aller loin. Il y avait un accord, comme Maître Ronla l'a souligné tout à l'heure, qui avait été scellé avec ces derniers. Partant de cet accord, où on a eu une accalmie relative, il fallait bondir, aller loin, profiter, pour essayer de régler une fois pour de bon le mal. Mais c'est ça qu'on n'a pas pu faire. On n'a pas pu faire aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Ce dont je parle aujourd'hui est un responsable. C'est avec lui qu'on a connu ce boubier-là. Pendant 9 mois, le Nord Mali est devenu autre chose. Aujourd'hui, on peut, c'est vrai, reprocher aux forces françaises d'occupation, tel on le dit aujourd'hui au Nord Mali. Mais c'est vrai que sans eux, on allait assister à autre chose. Ce ne serait pas que le Nord Mali. Alors, ATT avait à nous expliquer ce qui s'est véritablement passé. On a besoin de savoir, tous ceux-là qui ont failli dans ce dossier, c'est au fait de cela qu'il est question. C'est là, moi, ma préoccupation. Il faut situer les responsabilités. En traduisant ATT, en poursuivant ATT, on connaîtra les responsabilités de chacun. Ma préoccupation, ce n'est pas la tête d'ATT, non. Il faut finir avec ça. Quand on élit un chef, je continue de le dire, c'est pour tout le pays. Nord ou sud, c'est tout un pays. Mais on ne comprend pas cette manie que nos chefs ont à s'occuper d'une portion du pays. Si on ne peut pas le faire, qu'on ne le fasse pas. J'ai cité tout à l'heure le cas du Nigeria. On peut citer d'autres pays. Le problème est d'autres général, que les gens commencent par comprendre ce qui se passe. Alors, par rapport à l'opportunité, je reviens en arrière pour dire, oui,
il faut savoir apprécier les situations. Quand est-ce qu'il faut aller et quand est-ce qu'il ne faut pas aller. Le plus urgent aujourd'hui, ce n'est pas ça. On n'a pas apprécié la façon dont les choses se sont passées. On va signer un accord sans le MEDA. On a vu un peu la suite. Ça ne fait pas sérieux. Donc, il faut savoir prioriser les préoccupations. Mais puisque la grande interrogation aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il fallait poursuivre ou pas. Mais je continue de dire, oui, il faut poursuivre. Mais oui, par rapport à l'opportunité... Quelque part, est-ce que le foyer libyen, la crise libyenne n'a pas été pour quelque chose dans ce retour brusque, parce que c'était imprévisible, le retour brusque de ces djihadistes, de ces Maliens Touaregs au pays avec des armes lourdes lâchées dans le désert par le guide libyen. Est-ce que ce ne sont pas des circonstances atténuantes? C'est vrai. J'ai dit, c'est des circonstances atténuantes. Mais la poursuite, je parle sous le regard de l'homme de droit. Je dis, la poursuite permet justement de situer les responsabilités. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Même en ce qui concerne la part de responsabilité de la France. La France qui est aujourd'hui pointée du doigt par un certain nombre de personnes. Oui, la poursuite permettra justement de faire la lumière sur tout ceci. C'est là l'avantage. Il faut finir avec l'impunité tout simplement. On saura qui a fait quoi, qui est responsable de quoi. Et demain, s'il y en a qui se sentent fautifs ou incapables simplement d'assumer leurs responsabilités à quelque niveau que ce soit, ils seront rengainés. C'est ce que je trouve. Maître Oula, est-ce que le timing choisi pour lancer cette poursuite contre le général ATT, comme vous aimez l'appeler, est-ce que c'était le bon timing? À mon avis, définitivement non. Ce n'est pas opportun, ce n'est pas pertinent. Pourquoi ce n'est pas opportun? D'abord parce que l'actualité, c'est les accords de paix. C'est de pacifier, comme le dit Joanie Tondi, le Mali, le Nord Mali, tout le Mali. Et nous voyons que c'est bien complexe. Ensuite, les revendications de ce Nord Mali, de ces Touaregs, sont des revendications de Maliens. Personne n'a jamais dit que dans le Nord Mali se trouvaient des Nigériens, des Burkinabés, etc., même s'il y a des risques d'infiltration. Non, c'est une partie de la population qui, depuis fort longtemps, revendique l'autonomie de cette région et veut prendre le contrôle de cette région par les armes. Elles ont malheureusement été surarmées en raison de défaillances politiques ou de prises de position politiques qui sont peut-être aujourd'hui contestables. Mais ce que je continue de soutenir, c'est que tous les actes ne sont pas susceptibles de poursuite. Ce ne serait pas bien. Qu'il y ait eu des erreurs stratégiques, on peut le comprendre, on peut le concevoir, et ça, c'est l'histoire qui juge. Mais quand on parle de trahison, cela suppose qu'à dessein, l'on a livré le pays aux forces étrangères, et c'est apparemment le reproche qui avait été fait au général ATT. On lui a reproché de vouloir briguer un troisième mandat et donc de rendre le pays ingouvernable, ce qui explique qu'il ait laissé faire ces forces. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je voudrais vous rappeler que ce problème n'est pas survenu sous le mandat ou les mandats du général ATT, c'était déjà depuis les indépendances, qu'il y a eu un accord quand le général, ou je ne sais plus quel grade il avait, quand il a pris le pouvoir par la force, a signé un accord de 4 ans qui n'a jamais été remis en cause par le président Konaré, que les Maliens ont élu ATT démocratiquement, alors qu'on savait très bien quelle était sa position par rapport au Touareg, à ce problème du Nord. Il a fait un premier mandat, puis un deuxième. Donc c'est la responsabilité de tout le peuple malien qui doit en assumer, je dirais, les conséquences. Et les difficultés de la communauté internationale aujourd'hui à résoudre ce problème prouvent en tout cas, tout au moins, que c'est un problème très complexe. C'est vrai, on peut toujours dire que si ATT avait réagi fermement, comme par exemple au Niger, plus tôt, le problème n'aurait pas connu cette ampleur. Mais regardons les choses aujourd'hui en face. Il s'agit de Maliens qui combattent d'autres Maliens. Il s'agit de Maliens qui revendiquent une partie, une parcelle de pouvoir qui veut s'arroger par la force. Donc je ne pense pas que ce soit pertinent, même que de chercher à poursuivre le général ATT, en tout cas pour ces questions, parce qu'il y a bien d'autres accusations qui lui sont faites et qui ne sont certainement pas gratuites, il les a bien méritées. On parle de corruption, c'est plus important. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Des négociations avec des rebelles, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a un rapport de force qui n'est pas forcément à l'avantage de l'armée malienne, qui est renforcée par toutes sortes d'armées. Je crois qu'il vaut mieux encourager ces efforts de paix qui sont urgents et qui sont exclusifs de toute velléité de poursuite. Parce que vous ne pouvez pas négocier avec les rebelles et vouloir poursuivre un ancien chef d'État en l'accusant d'avoir favorisé
la pénétration de cette rébellion, ce serait anachronique. Alors, Maître Onla, quand on parle de haute trahison, parce que c'est l'inflation qu'on semble imputée aujourd'hui à ATT, il s'agit d'une infraction souvent perçue sous un aspect politique dont les contours sont parfois difficiles à cerner. À quel moment peut-on qualifier une infraction de haute trahison? La loi ne définit pas la haute trahison. La loi ne définit pas la haute trahison, donc on va dire que c'est une infraction fourre-tout. Chaque fois qu'on veut poursuivre quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur de son mandat ou que ceux qui ont gagné par la suite veulent régler des comptes, on parle de trahison. Je ne dis pas que les dirigeants ne faillissent pas à leurs tâches, mais la haute trahison n'est pas juridiquement définie. Et ce qui est poursuite d'anciens chefs d'État devant des cours d'exception, des hautes cours de justice, ce sont toujours ce que j'appelle des infractions politiques et des juridictions politiques. Parce que dans les poursuites de droit commun, il y a une définition de l'infraction. Le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, donc on examine. Il y a une autorité pour actionner les poursuites. Mais quand il s'agit de trahison, c'est un peu tout. C'est un peu comme les offenses, quoi. Ce n'est pas défini. Donc chaque fois que les vainqueurs veulent, entre guillemets, régler des comptes, on va vers ces accusations que vous ne verrez pas dans les autres pays. Moi, je fais un rapide tour aux États-Unis. Beaucoup de gens ont décrié la guerre contre l'axe du mal déclenchée par le président Bush. Le président Obama a pris le contre-pied, au moins en apparence, de cette position dure, mais personne n'a songé à juger le président Bush pour haute trahison, parce que par cette politique dont il s'est avéré qu'elle était sans fondement, à part la paranoïa d'un chef, et qui a valu aux Américains des milliers de morts et des milliards de dollars, personne n'a songé à le mettre en accusation ni à le poursuivre. Je crois que sans encourager l'impunité, ou en refusant l'impunité, on peut faire des pas de grands et d'adultes en passant sur les poursuites systématiques. Je dis non, ce n'est pas opportun. Il faut le poursuivre pour les faits de corruption et de prévarication, mais sur ce dossier, je crois que la communauté internationale a plus de responsabilités dans la crise du Mali que le seul général ATT. Alors, toujours dans ce dossier de haute trahison, Joël Yetondi, les conclusions de la commission ad hoc mise en place par le Parlement malien pour enquêter sur cette affaire ont été claires. Pour l'heure, aucune preuve ne soutient les accusations portées contre l'ancien président. Pareille conclusion ici, issue d'une commission. Cette commission elle-même issue d'un Parlement où le parti au pouvoir est majoritaire. Est-ce que vous ne sentez pas que ce projet de poursuite contre le président ATT est déjà voué à l'échec? Oui, ça va sans dire. Dans les faits, ça c'est dans les faits, c'est dommage. Sinon, je continue de dire, il faut savoir ce qui s'est passé, situer les responsabilités. Bettre, après ces démonstrations, est revenu à la conclusion, ATT ne doit pas être seul. Vous voyez, pas seul. Donc, il y a d'autres. Il a une paire de responsabilités. C'est important de savoir situer les responsabilités parce qu'on ne peut pas continuer à diriger nos États de cette façon. Alors, le projet à ce niveau-là, une commission d'enquête parlementaire, c'est la commission d'enquête et le Parlement plus précisément qui doit donner son aval afin que la haute cour de justice fasse son travail judiciaire. Alors, si déjà à ce niveau, l'homme est pratiquement blanchi, si à ce niveau, c'est plombé, bon, il ne faut pas s'attendre à grande chose. On n'aura pas une issue heureuse à cette démarche-là. C'est dire que le combat semble être perdu d'avance. C'est vrai, par rapport à ce qu'on lui reproche, c'est important de savoir s'il y a effectivement des preuves tangibles. Parce qu'une chose est de porter des accusations, une autre est de savoir si l'homme porte la responsabilité de ce qu'on lui a reproché. Et là-dessus, il faut que la justice fasse son travail. Mais avant que la justice ne fasse son travail, il y a des tests qu'il va falloir respecter. Et le premier palier à franchir se trouve être l'hémicycle, je veux dire le palais des gouverneurs ailleurs. Là, je vais parler de l'Assemblée nationale malienne. Il va falloir qu'à ce niveau, les députés donnent carte blanche à ce qui leur est demandé. Mais la façon dont ça se dessine, il faut croiser les doigts, mais il ne faut pas s'attendre à grande chose. Et Maître Onla, est-ce que vous voyez
pas que ce dossier est déjà voué à l'échec avec cette création d'une commission qui est issue d'un Parlement où le parti au pouvoir est majoritaire? Écoutez, il y a toujours des rebondissements. Aujourd'hui, c'est la position des officiels maliens. Demain, on ne sait pas qui sera au pouvoir et qui va avoir des velléités contraires. Mais le plus important, c'est que le droit soit respecté et que la raison sache habiter les esprits. Et comme je vous l'avais dit tantôt, ce genre de poursuite et ce genre de juridiction, c'est toujours de la politique. Pas forcément dans le mauvais sens du terme. Il y a une question d'opportunité. La Haute Cour de justice est saisie par des autorités de poursuite. Si les autorités de poursuite estiment qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour caractériser les infractions imputées à leur ancien chef, bon, c'est déjà tant mieux. Mais je ne pense pas que ce soit forcément partisan, parce que ce qui est dit, il y a le temps de la justice judiciaire et il y a la justice de l'histoire. Ce n'est pas parce qu'un chef d'État n'aurait pas pris les bonnes décisions que c'est forcément un délinquant. Vous voyez ce que je suis en train de dire, il faut bien dissocier. Qu'un chef d'État, à un moment, avec les éléments qu'il a en main, décide d'entrer en guerre avec un pays ou refuse d'entrer en guerre avec un pays, ne fait pas de lui un délinquant qui a délibérément saboté. Dieu seul sait comment on peut résoudre ce bourbier du Nord Mali. Et je vous ai dit, pour apprécier les responsabilités, il faut regarder en arrière. On a dit que ça date de 60. Le général ATT n'a jamais pensé être au pouvoir à ce moment-là. Et on regarde aussi en aval, c'est ça ce qu'on dit. Regardez comment on a du mal à résoudre cette question. Donc, on peut comprendre qu'un seul homme, même s'il était chef d'État, n'ait pas réussi à résoudre ce problème. Et je voudrais enfin attirer votre attention sur les motivations, les mobiles. On a dit qu'il voulait un troisième mandat, mais c'est un malheureux concours de circonstances parce que pendant ces 2 mandats, il n'y a pas eu ces problèmes. Il y a une concordance de calendrier qu'il faut quand même prendre en compte. Il n'a pas invité les troupes rebelles à regagner le Mali. C'est la France, à juste titre, à tort ou à raison, qui a mis un terme à un régime avec lequel le général ATT flirtait allègrement. Et bon, voilà, ces soldats désœuvrés sont rentrés et comme ils ne savent faire que la guerre, mais ils ont lancé une offensive, ils ont lancé une guérilla que l'autre n'a pas peut-être su gérer ou qu'on ne lui a pas laissé le temps de gérer puisque les putschistes sont arrivés et ils n'ont pas résolu le problème et ceux qui leur ont succédé ont estimé devoir aller vers des accords de paix. Ce qui veut dire que le général ATT n'avait pas tort lorsqu'en 90, il a initié ces processus. Et le dernier élément que je voudrais vous faire apprécier, il y a quand même une forte ethnicisation. Vous savez, au Mali, il y a grosso modo 4-5 grosses ethnies. Les Touaregs, les Arabes, c'est tout sauf l'ethnie de ATT, qui est, je crois, Songhai. Et il est Songhai, donc on ne peut pas le soupçonner de favoriser les siens. Je crois qu'il a pris des décisions pour le salut du Mali, avec les limites de ces décisions, mais que ça ne fait pas de lui un délinquant. Donc si les autorités de poursuite estiment qu'il n'y a pas de charge, ce n'est pas une question de preuve, puisque c'est la juridiction saisie qui apprécie s'il y a preuve ou pas. Donc quand on poursuit, c'est des charges. Est-ce qu'il y a des raisons de penser qu'il y a eu haute trahison? Ils estiment au Parlement, pour l'instant non, ce qui n'est pas souvent le cas de ceux qui ont succédé et qui veulent régler des comptes. Tout va bien. Il y a d'autres choses tout aussi importantes à reprocher au général ATT. Alors, Maître Ourla, d'aucuns perçoivent cette volonté du gouvernement de poursuivre ATT comme un relent de vengeance, puisque, ne l'oublions pas, les investigations menées en 2011 par le gouvernement de ATT au sujet des véhicules de l'Assemblée nationale, présidé en son temps par Ibeka, actuellement au pouvoir. Le président Ibeka l'a toujours vu comme une opération commanditée pour l'enterrer politiquement. Est-ce que vous percevez aujourd'hui cette décision de poursuivre le général ATT comme un retour de l'ascenseur? Non, n'accusons, enfin moi je ne pense pas qu'il y ait eu des pressions de la part du général ATT, dont tout le monde a salué le côté démocrate. C'est-à-dire qu'il ne faut pas refaire l'histoire. Voilà un officier qui a fait un putsch et qui a rendu le pouvoir. Il a surpris déjà, qui est resté tranquille, qui est revenu, qui a été réélu et qui a été chassé du pouvoir. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc, il n'y a pas de preuve, il n'y a aucun élément de nature à imputer au général ATT de velléité d'antidémocratie. Vous voyez ce que je suis en train de dire, ou de tentative de règlement de compte. De la même manière, je ne vois rien
dans l'attitude du gouvernement actuel qui ressemble ou qui pourrait ressembler à un règlement de compte. Ce n'est pas sous IBK qu'on a parlé de poursuite parce que, vous l'avez dit dans vos propos introductifs, c'est la junte militaire arrivée au pouvoir et avec à sa tête un certain capitaine Sanogo, me semble-t-il, qui avait le premier posé ce problème puisque les raisons avancées pour justifier le putsch, c'est l'incapacité, pas la complicité. L'incapacité du régime finissant d'ATT, corrompu, à régler le problème. Il n'avait même pas dit qu'il y avait une complicité. Voyez-vous? Donc, le processus de traduction de ATT devant une cour de justice est né avec les putschistes. Donc, aujourd'hui, il ne ferait qu'être repris par le régime d'IBK. Or, rien, en tout cas, des éléments en ma possession me permet de penser que le gouvernement et le régime actuel soient dans cette logique. Ce régime est rentré dans une logique de paix. Il peut y avoir des risques de volonté de règlement de compte, mais ces risques vont être étiolés par la raison qui s'impose à savoir... Merci à vous, Maître Ronla. Merci. Nous allons poursuivre Sika Infomag. Nous allons à présent marquer une pause pour faire un tour de l'actualité. Le récapitulatif de l'actualité en Afrique et dans le monde, ce sera à travers ce flash d'informations que je vous invite à suivre. Le parti au pouvoir en Éthiopie, le Front révolutionnaire des peuples d'Éthiopie, compte sur ses chances de remporter les législatives de dimanche. Le parti bleu de l'opposition a également mené sa dernière campagne électorale à Addis Abeba. Des manifestants burundais opposés à un troisième mandat du président Nkurunziza ont brûlé jeudi du matériel électoral destiné aux prochains scrutins législatifs et communaux. L'annonce a été faite par la commission électorale burundaise. La veuve de l'ex-président Thomas Sankara plaide pour que la justice burkinabé aille jusqu'au bout dans le dossier de l'assassinat de son mari. L'affaire Sankara, bloquée sous le règne de Blaise Compaoré, a été réouverte après sa chute. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Le problème est à ce niveau, la crédibilité. Blaise disait, moi je suis pressé de passer le pouvoir après mon deuxième mandat. Après, à la veille du passage de témoin, il a fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui prouve, par exemple, que le président Zida ou le premier ministre Zida n'avait pas soutenu le président Blaise Compaoré? Personne n'a contesté que ces faits ont existé. On a tout simplement prouvé que le notaire a craché dans la soupe. Sinon, le mois de mars s'annonce un peu difficile sur le plan de la mobilisation des recettes. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Le débat se poursuit. J'ai toujours sur ce plateau Maître Alain Orumla, avocat au barreau de Cotonou au Bénin, et Joël Yetondi, journaliste à la rédaction de Sika TV. Mais ce sera cette fois-ci pour parler du Burkina Faso qui connaît la réouverture de l'enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara. Une affaire dans laquelle la veuve de l'ancien président Mariam Sankara a été entendue au cours de cette semaine. Sommes-nous en train d'aller vers une manifestation de la vérité dans ce dossier explosif de l'assassinat de l'ancien président du Faso? Les conditions sont-elles aujourd'hui réunies pour un meilleur jugement de cette affaire? On en parle juste après ceci. Maître Ronla, la réouverture de l'affaire Sankara, sommes-nous en train d'aller enfin vers une manifestation de la vérité dans ce dossier explosif de l'assassinat de l'ancien président du Faso? À l'évidence, oui. Et c'était nécessaire parce que cette affaire a été mise sous le boisseau, sous le régime Compaoré, qui a certainement fort à se reprocher dans le cadre de cette affaire. Moi, je dis que c'est heureux parce que, contrairement au sujet précédent, il ne s'agit pas d'un crime de masse, mais d'un crime bien déterminé. Il y a eu assassinat. Même si ce serait motivé par des questions politiques, l'histoire et la justice doivent élucider les raisons pour lesquelles un chef d'État, qui était d'ailleurs très prometteur, un être humain tout simplement, a été exécuté. Donc on veut savoir, et la justice, c'est son devoir, doit pouvoir nous dire
dans quelles circonstances Thomas Sankara a été assassiné. Sa famille doit savoir où se trouve son corps. Sa famille doit savoir quels sont les mobiles et les motivations. Parce que, vous savez, il y a une polémique sur le corps de Thomas Sankara. Donc, c'est nécessaire, c'est indispensable. Et je crois qu'on s'achemine vers la connaissance de la vérité que la justice doit non seulement au peuple burkinabé, mais à tous les peuples africains épris de justice et à l'humanité, tout simplement. Joël Yetondi, est-ce qu'on tend enfin vers la vérité au Burkina? Je l'espère, simplement, je l'espère. Je dis déjà, la réouverture de ce dossier, c'était pas évident qu'on en soit là. 28 ans après, vous imaginez, après ce crime crapuleux, l'enfant qui était né à ce moment-là pourrait être déjà aussi un géniteur. 28 ans. Et ce n'était pas gagné d'avance. Il fallait ce coup d'État, il fallait ce coup de force des Burkinabés pour qu'il y ait relance de ce dossier. C'est la preuve qu'on ne peut étouffer ad vitam la manifestation de la vérité. Et c'est heureux que le peuple burkinabé en soit là. C'est une icône. Voyez-vous, aujourd'hui, Thomas Sankara, c'est au-delà du Burkina Faso. Thomas Sankara, c'est la preuve de tous ceux-là qui se battent pour les sans-voix. C'est l'image, la figure emblématique de ceux-là qui sont prêts à se sacrifier afin que le plus petit, afin que le droit, afin que cette Afrique puisse simplement prospérer et qui y croient, Dieu comme fait, qui sont prêts au sacrifice suprême. Et quand on en arrive à étouffer une affaire comme celle-là, eh bien, on encourage ceux-là qui sont prêts à étouffer, ceux-là qui sont prêts à sacrifier, ceux-là qui sont prêts simplement à vivre comme si on est encore au temps, je ne sais pas, antique, à continuer impunément, pas vivre sur le dos de la minorité, sur la souffrance de toute une humanité, de toute l'humanité. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable. Espérons simplement qu'il y aura une relève parce que ceux qui sont aujourd'hui en place, l'équipe qui est là, c'est une équipe de transition. Elle va partir. Le peuple burkinabé a fait un choix judicieux parce que la suite de ce dossier dépendra également de l'équipe qui sera Justement, parlons de cette équipe de transition. Est-ce que le fait de rouvrir avec un tel empressement le dossier de l'assassinat de Sankara n'est pas peu au Kafando et Zida, les deux têtes de la transition et anciens compagnons de Blaise Compaoré, une façon de se démarquer de ce régime qu'ils ont quand même servi? Je pense qu'il fallait. Il fallait le faire. Se dire qu'on a un coup de temps devant nous pour le faire, que l'équipe qui sera là pour un mandat de 5 ans a plus de temps que nous pour le faire, qui vous dit qu'on pourra enfin le faire. Il faut commencer et laisser le temps aux autres de poursuivre l'œuvre, parce qu'au-delà de tout, ça reste une équipe en place, n'est-ce pas? Et dire que l'État est une continuité, ceux qui viendront après eux, en menant la lourde responsabilité de commencer ce qu'ils ont commencé. Ça va être compliqué pour l'équipe qui sera mise sur pied dans ces conditions, un peuple qui, on ne s'y attendait pas, a finalement soif de vivre libre, a finalement soif de s'appartenir, a finalement soif de mettre ses pas dans les pas de cet homme qui a tant fait rêver, pas que le Burkina Faso, mais tout un continent. L'équipe en place n'aura pas d'autre choix que d'essayer, même si à un moment donné, ils auront peut-être des difficultés, parce que derrière ce dossier, allons-y voir ce qui s'y cache. Peut-être qu'il y a des mains insoupçonnées. Ça va être compliqué pour l'équipe. Mais au-delà de tout, vu les conditions dans lesquelles la réouverture a été faite, je pense que l'équipe n'aura pas d'autre choix que de marcher dans les traces de la transition. Maître Oula, est-ce une façon pour les deux têtes de pont de la transition de se démarquer de Compaoré que de déterrer un vieux dossier, un dossier brûlant? Certainement, peut-être, probablement je dirais. Mais quelles que soient les motivations de ces deux têtes, la démarche est salvatrice, elle s'impose. Elle est normale, elle est légitime. Ce qui ne l'est pas, c'est d'avoir mis cette affaire sous le boisseau, ce qui signifie qu'effectivement, il y a des mains soupçonnées et connues d'ailleurs derrière cette affaire. Et l'assassinat de Thomas Sankara, qui ne doit pas être impuni, n'est pas la seule conséquence. Il y a eu beaucoup d'autres assassinats derrière. Votre regretté collègue Norbert Zongo et bien d'autres anonymes qui ont certainement payé de leur vie ou de leur liberté toute curiosité ou toute revendication sur la question. Je crois que la démarche est salvatrice, même si c'est fait à des fins politiciennes. Le plus important, c'est que la vérité soit sue
et que nous mettions de côté les conjectures parce que des sources bien renseignées savent ce qui se cache et ceux qui se sont cachés derrière cet assassinat crapuleux. Mais quand on parle de justice, c'est pour que le peuple sache, les gens sachent ce qui s'est passé afin que ça ne se reproduise pas et afin que les auteurs ne soient pas impunis. Oui, mais Maître Orunla, est-ce que les conditions sont aujourd'hui réunies pour un meilleur jugement de ce dossier? Certes, Compaoré est parti, mais Blaise Compaoré, c'est quand même 27 ans de vie du Burkina Faso. Et le système, un système ne disparaît pas, un système qui a fait 27 ans ne disparaît pas du jour au lendemain. Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour que ce dossier soit bien jugé? Est-ce que cette affaire ira jusqu'au bout? Je l'espère, comme l'a dit Joël Yetongi, et je pense que ça ira au bout. Et ce n'est pas un procès fait à Compaoré. Ce qui peut être reproché au président Compaoré, c'est d'avoir de manière suspecte tenu une posture qui fait penser qu'on ne voulait pas que la vérité sorte à ce moment-là. Maintenant, il est trop tôt pour parler de jugement. On n'est pas en train de juger. On est en train de permettre les investigations. On est en train d'aller vers. Oui, de faire des investigations. Vous voyez, quand on fait une enquête, ça ne veut pas forcément dire qu'on va juger. L'histoire doit permettre, l'histoire doit être retenue par les enfants du Burkina. On doit savoir ce qui s'est passé. Et l'institution la plus à même de le faire dans les bonnes conditions, c'est la justice. Donc, nous sommes en phase d'enquête. Vous voyez, on veut savoir, on doit interroger, etc. Et puis après, si on nous dit qui a ordonné son assassinat, qui l'a exécuté, on sait tout ça, à ce moment, on verra l'opportunité de juger ou pas. Mais pour l'instant, il s'agit de permettre des investigations, ce qui a été refusé de manière suspecte par les régimes précédents. Alors je crois que le courage qui s'est d'ailleurs imposé aux dirigeants actuels doit se poursuivre parce qu'on a déjà ouvert les vannes et un autre régime qui viendrait étouffer cette affaire sera mal perçu et le peuple burkinabé qui a fait preuve de courage et de détermination ne le permettrait pas. Alors Joël Yetongi, est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour que cette affaire aille jusqu'au bout? Oui, je dis par rapport, je sais pas, les conditions juridiques et autres, déjà ce pas de franchi, je dis avec un peu plus de volonté, on peut aller jusqu'au bout de l'initiative. Et aujourd'hui, et comme partout ailleurs, de plus en plus sur le continent, c'est le peuple qui dicte vraiment la conduite à tenir. Et quand c'est comme ça, il faut être plus que rassuré que demain sera compliqué. Pour qui veut aller au travers de la volonté du peuple. Il n'y a plus de possibilité aujourd'hui à nos dirigeants de faire comme ils veulent. C'est fini ça. Ce temps est révolu malheureusement, hein, contre leur gré. C'est comme ça. Il va falloir suivre le mouvement ou vous restez chez vous. Vous décidez aujourd'hui de servir le peuple, vous gardez en tête que ce ne sera rien que le peuple. Les marges de manœuvre d'hier, où on se fait tout pour soi, où on veut se servir soi, et ensuite le peuple, ou asservir le peuple, ce n'est plus possible. Donc, dans cette vision, dans cette logique, de cette génération plus que jamais consciente de cette jeunesse aguerrie, déterminée, je pense que la justice burkinabé n'aura pas d'autre choix que de suivre la voie que la transition est en train de tracer aujourd'hui. Merci Joël Yetongi, merci Maître Orunla, merci à vous d'être passé sur ce plateau, merci pour vos analyses, vos différentes analyses, pour toutes ces explications. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la première partie de cette émission.